Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour, bienvenue. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd'hui, d'ouvrir ce colloque consacré à l'eschatologie impériale du souverain, pour plusieurs raisons. Mais la principale, peut-être, c'est de me trouver devant vous en compagnie de Nick Cousteau-Peters, que je remercie sincèrement pour son énergie, sa ténacité, son inventivité. C'est elle véritablement l'âme de ce colloque, mais aussi, elle va nous le dire, du programme de recherche dans lequel ce colloque s'inscrit. Et quand parfois le temps est compté, c'est de cela dont nous aurons à parler, en fait, durant ces 3 jours, puisqu'il s'agit d'eschatologie, du temps qui reste, on peut avoir envie d'aller tout de suite au plus joyeux, au plus nécessaire, pour moi au plus heureux. Ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, c'est de laisser la parole à Nick Cousteau-Peters. Alors je le fais tout de suite et à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous d'un public bien plus fourni que ce que nous avons l'habitude, devant lesquels nous avons l'habitude de professer nos colloques, de faire nos colloques, qui sont plus souvent entre nous, chers collègues, je suis très heureuse de pouvoir ouvrir aujourd'hui, au nom de son comité d'organisation, la 5e rencontre du programme impérialitaire dans ce prestigieux collège de France dédié à la transmission du savoir et à la République des lettres, et fondé à une époque où un roi de France, qu'on peut plutôt situer précisément dans la mouvance impérialisante, François Ier, estimait que son royaume se devait d'entretenir une institution qui enseignerait tout, et docet omnia, telle est sa devise, et en particulier ce que l'Université de Paris n'enseignait guère. C'est donc peu dire que le passage obligé dans le discours d'ouverture d'un colloque au remerciement à l'égard de ceux qui en ont permis la tenue n'est pour moi rien moins qu'un heureux devoir, lorsque cette gratitude s'adresse à un héritier des premiers lecteurs royaux tels que Patrick Boucheron. À son engagement depuis le début dans notre programme de recherche et à son accompagnement fidèle depuis plus de 2 ans, nous devons beaucoup, mais ce colloque doit plus encore à son investissement scientifique sans faille et profondément bienveillant. J'associe tout de suite à notre gratitude celle que nous devons aussi à M. Jean-Louis Fassi, qui fut d'une aide remarquable et constante dans l'organisation de cette rencontre. Enfin, la chaîne des logos sur les affiches des programmes montre assez combien nombreuses sont les fées bienveillantes qui se sont penchées depuis son baptême sur le berceau d'impérialitaire et que je me plais à rappeler ici. L'École française de Rome, la Casa de Velasquez, l'Université de la Basilicate, le LABEX RESMED, Religion et Société en Méditerranée, l'UMR Orient et Méditerranée et en particulier l'équipe Monde Byzantin, le Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de Nantes, le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, enfin le laboratoire TEMOS de l'Université d'Angers. Derrière ces noms, ces sigles et ces logos, il y a des personnes bien réelles, dont le soutien ne manque à jamais et que je souhaite remercier avec la dernière chaleur. Pour nos invités comme pour notre public, je souhaite dire quelques mots du programme impérialitaire dont le sous-titre est « Le gouvernement et la gloire de l'Empire à l'échelle des royaumes chrétiens d'Occident entre XIIe et XVIIe siècle ». Gouvernement et gloire, car l'Empire nous semblait d'emblée, à mes collègues comme à moi-même, la combinaison d'un mode efficace de gouvernement associé à une théorie juridique et à un souverain en performance impériale, et d'une gloire, c'est-à-dire d'une congruence de représentation iconographique et discursive, prodiguant au même souverain un supplément de gloire tout aussi efficace. Le point de départ de ce programme est une réflexion sur le transfert aux royaumes occidentaux d'éléments associés à l'Empire, à partir du moment où l'Empire réel s'affaiblissant en Occident, on constate dans les discours et représentations une appropriation impériale chez des constructions politiques non impériales, telles que les royaumes, la papauté ou encore certaines communes italiennes. Ce phénomène peut prendre divers aspects et aussi diverses dénominations, pseudo-empires, petits empires, horizon impérial des royaumes, impérialisation des royautés. Nous avons de notre côté fixé un cadre conceptuel avec la notion d'impérialité seconde. Si on désigne par empire une construction politique dont le souverain prend le titre d'empereur, l'impérialité constitue l'ensemble des caractéristiques propres de cette construction, si elle en a, qui la différencie des royaumes, et l'impérialité seconde, quant à elle, désigne les appropriations sélectives, temporaires et partielles de l'impérialité.
De ce fait, qu'il offre un catalogue de références idéologiques et performatives, ou des systèmes d'organisation du gouvernement, un investissement du théologico-politique, des modes de représentation du monarque ou des processus de performance du souverain ou du droit, l'Empire reste l'horizon majeur des monarchies. Un horizon possible, rémanent, en réserve, réactivé par moments, par endroits, par morceaux, mais que l'Europe occidentale, au fond, n'oublia jamais, tant est forte et tant est infinie la capacité de cette notion à investir le champ du politique. Réfléchir sur l'impérialité des royaumes, c'est donc également penser la créativité politique, la réappropriation, la notion d'efficacité politique consciente, celle de l'Empire, celle de l'impérialité, telle qu'elle était saisissable et employable aux yeux des anciens, entre guillemets. Les questions abondent dès lors, et en particulier, qu'est-ce qui fait qu'une manifestation impériale est attractive aux yeux des souverains? Est-ce son efficacité, sa lisibilité, sa capacité à faire émerger une mémoire enfouie des origines prestigieuses et des grandeurs passées? Est-ce sa rationalité, sa flexibilité, sa gloire? L'enjeu d'impérialitaire, c'est aussi d'explorer de biais la nature de l'Empire telle qu'elle était conçue par les médiévaux et les modernes, et non telle que nous l'apercevons nous. Du moins, si une telle nature des empires existe. En effet, ce qui frappe ceux que l'impériologie passionne, c'est la spectaculaire capacité de l'Empire à revêtir dans le temps des formes et des modalités diverses, parfois contradictoires, qui prennent toujours sens dans des contextes particuliers. C'en est à se demander s'il existe vraiment un concept, une notion d'empire, c'est-à-dire, si on reprend les catégories de Kant, si la multiplicité des incarnations de l'empire peut être réductible à une notion unique et unifiante, du moins sans faire violence aux configurations historiques particulières. Cela paraît difficile. Les formes variées que prend l'Empire ne montrent pas une norme d'unité. C'est ainsi que l'Empire paraît être cette idée d'autant plus éternelle, permanente, continuellement récurrente, qu'elle est moins susceptible d'être définie de manière claire et univoque. Et pourtant, comme peut le faire un concept, l'Empire est immédiatement reconnaissable malgré la variété presque infinie des formes qu'il prend. Avec en Occident cette particularité, même si la forme impériale n'est pas propre à l'histoire occidentale, loin de là, il faut toutefois souligner la spécificité que l'héritage romain a établie dans l'idée occidentale d'empire et évidemment, il faut partir de cette singularité pour expliquer l'attractivité de l'idée auprès de toute construction politique occidentale. Car au bout du compte, seule la langue latine dispose d'un terme spécifique pour désigner cette réalité qu'on ne saurait confondre avec la souveraineté ou la royauté, même si la confusion a pu exister, et qui est l'imperium. En tout état de cause, l'Empire a donné naissance à une multitude d'expériences impériales, mais aussi impérialisantes. C'est donc une idée efficace, performante, dont il est possible de lier l'efficacité, et donc la reproduction à diverses échelles de l'organisation politique, à une rationalité qu'il convient absolument de distinguer de l'impérialisme, de la domination unilatérale, de la conquête violente, qui apparaissent malgré tout chez les historiens et bien souvent au prix d'une lecture rétrospective de la documentation et d'anachronismes dûment constitués, parfois revendiqués. Royaume et empire sont des notions qui désignent à la fois des modes d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire des régimes politiques, et les territoires sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Classiquement, on considère que le royaume et l'empire présentent assurément une différence de degré, l'empire étant une agrégation d'entités politiques, voire de royaumes, quand le royaume suppose plutôt une unité d'appartenance, et possiblement une différence de nature dans la structuration du pouvoir, voire dans sa conception même, modifiée, courbée par l'horizon d'universalité qui travaille l'empire. Pourtant, dans la réalité des faits, les différences sont moins existentielles et binaires qu'il n'y paraît, et il existe bien, comme l'écrivit Gilbert d'Agron, des empires royaux et des royautés impériales, dont la perception permet d'échapper au systématisme binaire. Les empires et les royaumes historiques ne sont jamais de purs empires ou de purs royaumes. Surtout, l'empire est une manière de penser le monde dans sa globalité, selon un ordre hiérarchique dont l'empereur est le sommet, sans que cela prive les souverains extérieurs de leur légitime autorité. Et donc de l'envisager dans une perspective de foi, dans la mesure où l'empire, au fond, est une croyance qui outrepasse le réel, notamment au sujet de son universalité, et donc dans la dimension fondamentalement théologique du politique. L'empire attire parce que la notion est presque vide de réel, mais pleine de croyances, et donc performative. L'empire est ainsi particulièrement efficace dans un premier temps de la période envisagée, le temps d'avant la formalisation juridique de la souveraineté, lorsque le langage premier de la plénitude du pouvoir est celui
imagée, directe, de l'empereur trônant ou de l'empereur qui reçoit sa couronne du Christ en signe d'élection divine. Je me permets ici de laisser parler la byzantiniste, spécialiste d'un empire sans héritier, selon les mots du même Gilbert d'Agron, et qui, bien qu'héritier proclamé et successeur assumé de l'Empire romain, ne connaît pas de définition juridique de ses principes de fonctionnement et ne conceptualise pas par le droit, la norme, ni même par le discours, l'institution impériale. Est-ce parce que le mot imperium n'existe pas en grec ? De fait, aucune théorie, avant une période tardive, ne vient définir la vision byzantine du pouvoir impérial. Elle est construite par stratification, sans réflexion essentielle. L'Empire byzantin puise à toutes les références, arabes et perses comprises, qu'il reprend et installe hors contexte. Il est donc lui-même agent et produit d'impérialité seconde. Si bien que la théorie politique y est particulièrement pauvre, mais les images particulièrement fortes, écartant toute nécessité de justification. La force des images, y compris discursives, est ici au service d'une performativité de la souveraineté dont le mode d'expression est celui de l'épiphanie. Et c'est d'ailleurs aussi le cas dans ce grand royaume pseudo-impérial qu'est le royaume normand de Sicile. Mais quand la théorie juridique s'empare de la souveraineté, fondant le discours du souverain sur le socle du droit, ce qui résista sous le discours juridique et ce qui resta de la période révolue de l'Empire par l'image, fut probablement tout ce qui relevait du théologico-politique, exprimable dans l'épiphanie rituelle, iconographique ou discursive. Or, si les précédentes rencontres du programme impérialitaire ont attesté de la difficulté à définir une langue impériale ou une politique linguistique impériale ou une rationalité de gouvernement impérial ou un rapport univoque du souverain avec l'Église, en revanche, les usages du théologico-politique impérialisant paraissent toucher unanimement ou presque toutes les constructions politiques envisagées sous diverses formes. La croisade, par exemple, associée ou non au messianisme, et je renvoie ici, entre autres exemples, aux négociations qui ont lieu en 1273 pour que Philippe III le Hardi récupère le titre impérial, ou bien Charles VIII et ses guerres d'Italie, ou bien encore le vœu du banquet du Faisan en 1454 par le duc de Bourgogne, et le fait que Jérusalem ou Constantinople ne sont jamais loin des ambitions politiques menées en Italie ou en Sicile, au nébuleux projet de reprise de Constantinople encore sous Louis XIV. La croisade donc. La mission de Dilatatio Christianitatis, souvent fondatrice du statut impérial du souverain, est liée à sa mission de protection de l'Église et de combat contre ses agresseurs. Le prophétisme et la manifestation apocalyptique, le roi des trois religions en péninsule ibérique comme en Sicile, avec cette notion d'œcuménisme impérial que défend Anne Lisnef ici même. Ce qui est étonnant, c'est que le phénomène eschatologie, objet de notre colloque de ces jours-ci, a lui aussi, comme la gloire impériale, surgi brutalement mais tardivement dans nos consciences d'historiens. Ce thème n'avait pas été anticipé lors des réflexions préalables à la fondation du programme, mais il est sorti des eaux lors de nos précédentes rencontres. Pourtant, la construction chrétienne du monde a d'emblée, ou presque, associé l'Apocalypse et l'Empire, comme nous le soulignons, Corinne Leveleux-Texera et moi-même, lors de l'introduction au premier colloque d'impérialitaire. Tant que l'interprétation littérale de l'Apocalypse, explicitement dirigée contre Rome, eut cours, il ne fut pas possible de produire un discours chrétien autre que très hostile à l'égard de l'Empire, ou du moins indifférent, puisque de toute façon la parousie était proche. Mais peu à peu, l'espérance eschatologique, fondamentale au début, s'estompa pour donner naissance à une théologie politique favorable à l'Empire romain, qui joua d'abord de la coïncidence chronologique entre la naissance de l'Empire augustéen et l'incarnation, tout en distinguant l'Empire des hommes du royaume de Dieu dans une stratégie de distinction des champs entre le terrestre et le spirituel, entre l'imperium et le regnum, démontrant ainsi que le christianisme n'était pas corrosif pour l'Empire. La réhabilitation de l'empereur, dont la présence est nécessaire à l'accomplissement de la parousie, donnait de ce fait d'un coup un autre sens à l'horizon théologique de l'Empire et concédait à l'impérialité une efficacité politique considérable, propice à son appropriation par les souverains non impériaux. Et s'il faut à présent reprendre la parole de cette introduction à deux voix, je me contenterai au fond d'ajouter quelques mots seulement à partir de la reprise de deux expressions qu'Annick Kusto-Peters vient d'employer et qui, mises en tension, me semblent pouvoir définir l'arc problématique de notre rencontre. C'est, vous l'avez entendu, horizon théologique et c'est
efficacité politique. Horizon, d'abord, sans doute le mot-clé de notre réflexion sur l'impérialité. La partie de la surface terrestre où se termine notre vue, la partie du ciel qui en est voisine, écrit Émile Lettré dans son dictionnaire, et ce qu'il faut de culture tout de même pour réussir une telle phrase de part et d'autre de son point-virgule. Si l'on suit la réflexion de Gilbert Dagron, sur laquelle Annick Cousteau-Peters vient de s'appuyer à l'instant, un historien qu'il est juste de saluer en ces lieux et dont le style historiographique s'approchait souvent de cette ligne claire que je viens d'évoquer avec Littré. Si on suit Dagron, donc, on comprend qu'il s'agit de définir non pas ce qu'est un royaume et ce qu'est un empire, mais de comprendre vers quoi ils tendent de part et d'autre de l'hybridité fondamentale entre royauté impériale et empire royaux. L'horizon définit donc cette ligne fuyante de séparation. Elle sépare vraiment, mais elle fuit, et elle fuit vraiment. Et donc, cette notion d'horizon nous amène à reculer indéfiniment le geste de la définition historienne, visiblement nécessaire, mais obstinément retardé. Mais l'horizon définit également l'un des pôles, et seulement l'un des pôles, de cette tension constitutive, celui précisément de l'impérialitaire. L'empire, on l'a dit, vise l'illimité du monde quand le royaume aspire à la clôture du pays. L'empire gouverne des frontières intérieures quand le royaume défend des frontières extérieures. L'empire nous oblige à croire à sa propre fatalité quand le royaume nous intime l'ordre de sa propre naturalité. Dès lors, toujours en suivant Gilbert Dagron, il est plus facile de renoncer à définir l'empire que de renoncer à définir le royaume. On parlera donc de l'horizon impérial des constructions étatiques, ce qui nous permet d'échapper à cette maladie infantile de l'histoire politique qu'est le démon de la typologie. Moi, j'ai longtemps cru que l'histoire, comme discipline, se ramenait à ça, à cette sorte de jeu classificatoire des régimes. Il y avait par exemple 3 droites en France et chaque nouvelle formation politique devait pouvoir trouver rang sagement dans l'une de ces 3 boîtes. Alors quand il s'agissait des droites, bon, pourquoi pas les mettre en boîte, mais les régimes politiques et les régimes politiques médiévaux en longue durée obéissaient au fond à la même fatalité typologique. Vous vous souvenez peut-être de cette série majestueuse des presses universitaires de France intitulée « Histoire générale des systèmes politiques ». Il y avait un volume « Les féodalités », il y avait un volume « Les monarchies », et il y avait un volume « Les empires occidentaux de Rome à Berlin ». Qui a été d'ailleurs confié, en tout cas dans sa direction, à Jean Tullard. Et au passage, le choix de confier à un historien de l'Empire napoléonien la direction d'un volume est intéressant, en tout cas pour l'historiographie en langue française, qui, me semble-t-il, trahit systématiquement une ambiguïté fondamentale entre empire et grande nation. Ce qui est d'ailleurs le cas, la question de l'impérialité de l'Empire napoléonien, qui est au fond une grande nation, comme l'Empire américain, qui est une grande nation, est un des enjeux de l'histoire contemporaine. Mais du point de vue de l'histoire médiévale qui nous intéresse ici, cette clarification typologique qui a ses vertus, on peut encore écrire aujourd'hui des livres de synthèse intitulés les empires médiévaux, même si on en oublie beaucoup au passage, au fond, elle ne rend pas compte de ce qu'on pourrait ici appeler l'histoire des pouvoirs. Permettez-moi de ne pas développer plus avant, puisque après tout, c'est l'intitulé même de la chaire que je tâche de défendre ici, mais vous savez que, justement, passer de cette histoire classificatoire des régimes politiques à une histoire des pouvoirs, c'est une manière de penser la discontinuité, la variété des expériences politiques, s'attacher aux croyances, s'attacher aux fictions, s'attacher surtout aux pratiques. On dira simplement ici que l'empire est une potentialité du développement politique. On pensera l'impérialité
comme une manière d'ouvrir l'histoire des devenirs possibles, un peu d'ailleurs, à la manière dont déjà Jacques Crinen, dans l'Empire du roi, l'Empire idées et croyances politiques en France, XIIIe et XVe siècle, décrivait pour la monarchie française cette double potentialité d'un temps monarchique écarté, en somme, entre sa tentation démocratique, on va dire, et sa tentation autoritaire, toujours pour le dire vite. Or, il s'agit essentiellement, passer d'une histoire politique à une histoire des pouvoirs, d'un tournant pragmatique. Et voilà pourquoi saisir l'impérialité comme un horizon, c'est en comprendre l'efficacité. Affirmer qu'il est un fait de croyance, comme Annick vient de le dire, ce n'est en aucune manière le déréaliser, le rejeter vers les brumes vaporeuses d'un arrière-pays rêveur, c'est au contraire comprendre sa nature essentiellement politique, et donc son efficace politique. Et là encore, l'histoire politique a longtemps cherché les motivations réelles des acteurs qui faisaient ce qu'ils faisaient en disant qu'ils le faisaient d'une certaine manière. Lorsque les croisés disent vouloir libérer le tombeau du Christ, lorsque Charles VIII prétend faire de Naples un tremplin vers Jérusalem et la royauté universelle, on se dit, les historiens se disaient, ça ne peut pas être ça. Il doit bien y avoir d'autres raisons. Et faire l'histoire, c'était finalement transformer une motivation dite par une motivation cachée. Oui, il y a d'autres raisons, au sens où il y a d'autres raisons que la nôtre, au sens où il y a une diversité des rationalités et que cette diversité est politique et que ces rationalités le sont tout autant. Et au fond, l'ensemble, la diversité de ces rationalités politiques ne se laisse pas circonscrire par un processus continu, disons wébérien, de l'agir politique. D'où, au passage, l'importance de l'encours chronologique du programme impérialitaire du XIIe au XVIIe siècle, parce que ça nous amène à prendre au sérieux les acteurs, d'accord, mais le mot d'ordre de ce programme, disons, pragmatique, il faut le mener jusqu'au bout. Prendre au sérieux le déplacement du champ du croyable, prendre au sérieux, au fond, l'expérience du temps historique, c'est-à-dire, au fond, comme le dit Koselleck, vous le savez bien, la mettre en tension entre champ d'expérience et horizon d'attente. Et horizon d'attente, nous sommes donc au seuil de cette eschatologie qui va nous occuper durant 3 jours et qui est donc le lieu d'articulation entre horizon théologique et efficacité politique. Parce que si j'ai glosé ces 2 termes de la dernière phrase du propos d'Annick Kusto-Peters, je n'ai pour l'instant pas dit pourquoi cet horizon est théologique. Or, vous l'avez deviné, il est théologique car son efficacité est politique. Et ce nouage entre ce qui fuit à l'horizon, disons la gloire, et ce qui nous rentre dans le corps, disons le gouvernement, c'est bien ce qu'on appelle le théologico-politique. En 1956, paraissait dans la revue des études augustiniennes un article d'un jeune théologien de 30 ans. L'article s'intitulait « Considérations sur le concept d'église de Tychonius dans le Liber Regularum » et le théologien se nommait Joseph Ratzinger. Il y étudiait la doctrine de ce théologien Tychonius, actif en Afrique dans la seconde moitié du IVe siècle, passant habituellement pour un hérétique donatiste, mais dont il affirmait qu'Augustin n'aurait pas écrit la Cité de Dieu s'il ne l'avait lu. Or, pour Tychonius, il n'y a pas 2 cités, mais une seule avec 2 côtés. L'un est noir, l'autre immaculé. L'un à gauche est maudit, l'autre à droite béni. Et voilà pourquoi l'épousé du Cantique des Cantiques dit « Je suis noir et béni ». Cette théologie du corpus bipartitum met les justes et les méchants à l'intérieur de l'Église, inséparablement mêlés, et voilà ce que Tychonius appelle, en citant la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, qui contient la prophétie sur la fin des temps, le mysterium facinoris, le mystère du mal. Le mystère du mal, c'est ça qui retient la fin des temps.
C'est ça la cause du retard de la parousie qui accomplira enfin la séparation des deux peuples. C'est le caractère biparti du corps de l'Église. Et Ratzinger de commenter, d'où il s'ensuit que l'Antéchrist appartient à l'Église, croit en elle, est avec elle, jusqu'à la grande dissession qui sera introduite par la révélation définitive. Alors, en médiéviste, on peut, Roger Grayson l'a fait, reconstituer la tradition manuscrite du livre des règles de Tychonius, qui semble d'ailleurs s'interrompre après le IXe siècle. Il en existe un exemplaire dans la bibliothèque de Saint-Gall, et puis ensuite il ne circule plus que sous forme d'extrait ou d'abrégé, mais c'est parce qu'à ce moment-là s'impose, je dirais, une interprétation qu'on peut dire historique de l'Apocalypse, qui est toujours à venir, qui est justement cet horizon d'attente défini par Koselleck par ce qui n'est pas encore là, à l'inverse du champ d'expérience. Or, Joseph Ratzinger, lui, ne l'avait pas oublié. Joseph Ratzinger, lors devenu pape, comme vous le savez, sous le nom de Benoît XVI, lors de l'audience générale du 22 avril 2009, 2 mois avant de déposer son pallium sur le tombeau de Célestin V, quand même, c'est pas n'importe quoi, évoque la figure de Tychonius et annonce, en fait, le caractère prémédité de ce grand refus, qui est celui si impressionnant, enfin en tout cas qui a si impressionné Giorgio Agamben, qui lui a consacré un livre qui s'appelle Le mystère du mal, Benoît XVI et la fin des temps, paru en 2013 et traduit en français en 2017, qui montre bien la portée politique, l'efficace politique, théologico-politique de ce grand refus, de cet horizon qui effectivement est d'autant plus efficace qu'il est fuyant, puisque effectivement la gloire n'est jamais aussi absolue que lorsqu'on se dessaisit du pouvoir. C'est sans doute ce geste suprême de l'eschatologie impériale du souverain qui exprime le plus clairement, le plus dramatiquement possible, l'effectivité de l'acte politique qui ne se dévoile que dans sa destitution. Le mal n'est pas un drame théologique obscur qui paralyse et rend énigmatique, ambigu toute action. C'est un drame historique où la décision de chacun est à chaque fois mise en question. Et c'est effectivement pourquoi Ratzinger se souvient de sa jeunesse au moment où il rentre dans le grand refus. Autrement dit, l'eschatologie est en cours. Et Benoît XVI, à ce jour-là, rappelait que l'Église ne survivra pas si elle renvoie sans cesse au futur schisme eschatologique la solution du conflit qui la déchire. Et là, je cite Agamben, « La grande dissession, la séparation entre l'Église du Christ et celle de l'Antéchrist, dont parlait le jeune Ratzinger, n'est pas un événement seulement futur, qui, comme tel, doit être séparé du présent et relégué à la fin des temps, c'est plutôt quelque chose qui doit orienter ici et maintenant la conduite de tout chrétien. » Donc c'est le cœur du gouvernement, c'est là son efficace directe. Et voilà pourquoi le thème eschatologique est inséparable de la philosophie chrétienne de l'histoire, mais peut-être, d'ailleurs, ajoute Agamben, toute philosophie de l'histoire est-elle constitutivement chrétienne? Alors ça, c'est encore autre chose, mais Carlo Ginzburg, d'ailleurs, ne dit pas autre chose. Et l'auteur, donc, Agamben, de ce livre, qui est sans doute peut-être son plus beau, Le temps qui reste, qui est justement un commentaire de l'Épître aux Romains comme manière d'actualiser le thème eschatologique pour, disons, la philosophie politique d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, donc, la religion chrétienne n'est pas seulement une religion historique, mais, comme le disait Marc Bloch, une religion des historiens, parce que, poursuivait-il, c'est dans l'histoire que se développe l'axe central de la méditation chrétienne, le grand drame du péché et de la rédemption,
Je m'arrête là, en remarquant seulement que par ce thème de l'eschatologie impériale du souverain, qui ressurgit comme un improviste dans notre programme, se justifient peut-être les derniers mots de sa formulation à l'échelle des royaumes chrétiens. C'est ça qui, au fond, en fait des royaumes chrétiens. Parce que l'eschatologie n'est pas, comme le croyait Carl Schmitt, la paralysie de l'événement rendant inutile toute action. C'est pas l'histoire c'est pas la fin de l'histoire, c'est juste l'histoire de la fin. C'est pas la fin des temps, c'est juste le temps de la fin. C'est juste le moment où nous sommes depuis justement le Moyen-Âge, où nous nous situons, où l'histoire est pensable et possible, c'est-à-dire c'est le moment qui permet de comprendre pourquoi nous ne vivons pas à la fin, au dernier temps, mais ce que Siegfried Kracauer appelait les avant-dernières choses. Au fond, cette question de l'eschatologie, elle nous amène à penser cela, à penser l'histoire des avant-dernières choses, et c'est dans ce temps-là, à l'horizon efficace de tout agir humain, que se situera donc ce colloque pendant 3 jours. Et je remercie chacune et chacun d'être là, intervenantes, intervenants, public. Et voilà, ça commence. Merci.